pour reprendre sur les différenciations autour de l'identité telle que je l'avais décrite, cette initialité différentielle, à partir de laquelle il peut y avoir un discernement dans la matière. Donc je voudrais faire la différence entre l'individualité et l'individuité. L'individualité, c'est celle de l'individu, et l'individuité, c'est celle de l'indivisible dualité, oui. Si un individu est individuel, de quoi vient l'individuité? L'individu est un individu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du charabia, ça. L'individuation, l'individualisation. Là où l'individu est individu, l'individué est indivisible. C'est l'individu qui a résolu sa division. En tout cas, l'individuation, c'est un processus qu'opère l'individu. Il voyage de l'individualité à l'individuité progressivement. Comme deux triangles rectangles qui s'assemblent en un rectangle. Au départ, il est peu individué et très individuel. Et à mesure de son cheminement, il devient de moins en moins individuel et de plus en plus individué, jusqu'à atteindre, sur une lecture de ce rectangle de gauche à droite, jusqu'à atteindre sur la droite une proportion inverse, en tant que son individualité va se rétrécir là où son individuité va grandir. Et quelles sont les conséquences de cette individualité grandissante? C'est que cet individu, qui était comme lui-même, comme tout le monde, cet individu, c'est l'homme, c'est la moyenne de beaucoup d'hommes. Une généralité? Ouais. Pas vraiment. Mais un peu quand même. Donc qu'est-ce qui perd cet individu? Il perd une certaine incohérence interne en tant que ces sous-systèmes psychologiques, émotionnels et même organiques. Organique, par exemple, en tant que le système de digestion, par exemple, le cycle jour-nuit, tout ce qui est hygiène, tout ce qui est hygiène matérielle, biologique,
psychologique, psychique, émotionnel, hygiène mentale. Donc cet individu, il a tous ces systèmes dont il n'a pas spécialement conscience. De toute façon, il n'a pas spécialement besoin d'en avoir conscience. Ce n'est pas un problème de ne pas avoir conscience d'avoir des sous-systèmes en tant que nous incarnons le plan dimensionnel de nos divisions dimensionnelles, de notre discernement dimensionnel. Et cet être, pour une raison ou pour une autre, il va s'élever ou se reculer en lui-même. Il va dans un premier temps, plus ou moins en ce qui me concerne, gagner en objectivité en tant qu'il va pouvoir lui-même observer ses plans dimensionnels à la fois reliés, mais pas forcément interrelationnels, pas en osmose. Un petit peu comme quand dans notre système émotionnel, on aurait des émotions opposées comme la colère et la joie, par exemple, et qu'on estimerait comme étant des choses totalement séparées, n'ayant rien à voir l'une avec l'autre. En comprenant que la colère et la joie, quand bien même sont opposées, elles sont elles-mêmes des émotions, c'est leur point commun. Elles sont même des polarités différentes d'une même chose, qui s'appelle émotion, mais qui sont, disons que l'une est plus basse que l'autre. On va mettre la colère en bas et la joie en haut. Fréquence élevée, la joie, fréquence basse, la tristesse. On perd la joie de vivre. Et en haute vibration, on la retrouve là où on l'avait perdue. Comme retrouver quelqu'un. Et donc, en comprenant ce que c'est que les émotions, on comprend aussi qu'il y en a plusieurs, quand même. Même si l'émotion, c'est une seule chose. Avec ses différents volets, ses différentes facettes. Donc, ces différentes émotions. Et il se passe un changement dans l'observation et dans le vécu même, parce que c'est relié. L'observation, la manière dont on observe la chose, l'impression de la forme, et le vécu de l'impression de cette forme. Donc en voyant qu'il existe des émotions, qu'il y a plusieurs émotions, que finalement ces émotions sont reliées par le fait d'être des émotions et qu'elles ont des interactions entre elles, mais qui peuvent être en osmose comme elles peuvent être contradictoires. Un peu comme une danse maladroite, où l'un marche sur les pieds de l'autre. Une
fois réalisé ça, si c'est le cas, déjà d'une part, ce qui fonctionnait naturellement, inconsciemment, de par lui-même, en nous-mêmes, à travers nous-mêmes, peu importe l'origine de cette chose. Étant capable de l'observer, parce qu'on en a observé, on en a fait un discernement. Discerner, c'est faire deux cercles. Donc, cerner deux objets. Quand vous cernez un objet, vous le discernez de son extérieur. Quand bien même, c'est pas l'observateur, quand bien même c'est pas l'extérieur que vous observez, mais bien l'objet. Vous faites apparaître quelque chose qui est sans. En discernant la pomme, vous faites apparaître son macrocosme en tant qu'il est sans ce cosmos, cette pomme. Et là où les choses changent, c'est que là où les choses se faisaient sans notre observation, en occulte, en occultation de notre observation, de notre lumière. C'est comment dire? Ça me fait penser à cette expérience de physique, l'expérience des fentes, qui consiste à dire que selon l'observation, selon l'observateur, il y a un résultat de l'expérience qui va changer en fonction que soit une onde corpusculaire va marquer l'expérience en tant qu'onde ou soit en tant que particule, selon l'observateur. Il y a comme quelque chose de cet ordre. Quand il y a une objectivisation sur quelque chose, qu'on passe du subjectif à l'objectif, donc du pur vécu émotionnel, on va prendre une émotion en particulier, et qu'il y a une objectivation, pas forcément dans l'instant, mais de par la mémoire, on va dire. Parce que l'observation interne, c'est aussi l'observation de la mémoire. On observe les émotions qu'on a eues, voire même on les revit en observant ces mémoires. On revit des fois les émotions à travers les souvenirs. C'est même pas l'émotion forcément des souvenirs, c'est l'émotion que ça nous fait en se remémorant ce vécu. Et il y a aussi le fait qu'on se remémore, le fait d'être triste, il y a aussi une espèce de mimétisme qui se produit. Donc par exemple, on va dire pour la colère, qui à mon sens, à mesure où elle est élevée, cette colère, c'est une sorte de folie. Parce que cette énergie, quand elle s'exprime, elle est destructrice, mais là où elle est folie, c'est quand elle peut être autodestructrice. Et ça peut être final. Hein. Ça peut être, si c'est pas final, ça peut être très grave. Ça peut être très désavantageux. Donc de là, on peut dire que c'est autodestructeur. Donc un petit peu de la folie, hein. Même si, bon, ça ne veut rien dire, la folie. Mais si on est capable de voir que ce que nous sommes en colère est une émotion parmi d'autres, joie, peur, exaltation, l'envie de quelque chose de beau, de là on peut voir que d'autres états existent. Donc on peut voir aussi, par le biais de l'intellect, qui peut fonctionner, puisque là naît une objectivité, là où on était en subjectivité, en tant qu'on s'identifiait comme quelqu'un en colère, je
Je suis en colère, je suis cette colère. Je suis même l'expression de cette colère, à mesure où je l'assume. Et en colère, on l'assume sur le moment. On assume. Pendant tout le temps de la colère, mais après, c'est plus la même game. Et donc en réussissant à observer, soit la colère dans l'instant, c'est comme si elle s'annihilait d'elle-même. Et aussi par le souvenir, on peut par exemple se remémorer des choses qui nous ont mis en colère, pour vraiment rester sur ce truc-là. Mais ça peut être toutes les facettes, et puis de toute façon, là je suis sur l'émotionnel, mais ça se développe encore. Hein. C'est une schématique, c'est une cartographie. Donc, Ariane, es-tu là? Donc cette colère, qu'est-ce que je disais sur la colère? Ça y est, je sais même plus parler là. Donc cette colère qui nous rend fous, qui nous emporte dans une animalité, quoi. À mesure où on prend conscience de cette diffraction, du moins c'est une chose qui est possible de ne pas concevoir en tant qu'unité, voilà. C'est-à-dire que quand on subjective la colère, nous la sommes. Quand on l'objective, quelque part on nous la somme toujours, mais il y a quand même quelque chose qui a pu s'extraire de ça, et sans délaisser quelque part. Objectiver, c'est aussi délaisser. C'est prendre du recul, c'est accepter de lâcher. C'est accepter de ne pas l'être, sans avoir peur, pour autant, de ne pas être. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas perdre et dont on ne peut pas se débarrasser, c'est d'être. Quand bien même vous ne seriez plus qu'un légume, ou un être de pure souffrance, ou de pure extase. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui sent ou qui ne sent pas. Et cet être, il est là même, on peut dire. Par exemple, dans le cas d'un légume, il y a des légumes qui peuvent être en coma comme ça, et qui peuvent mourir comme ça, et puis qui n'ont pas spécialement d'activité cérébrale, et qui, on peut dire qu'ils étaient presque décédés avant de mourir. Mais il y a ceux qui reviennent, et dont le cerveau se réadapte. Il y a une convalescence hein, quand même, hein. C'est pas un réveil. Quand on est dans le coma, des fois, pendant, je ne sais pas comment ça se passe, mais plusieurs années, et qu'on se réveille, qu'on n'a pas eu d'activité vitale autre que purement biologique, purement de la survie du corps. À partir de cet être, tout recommence. Et même si vous étiez amnésique, vous seriez toujours cet être. À partir duquel tout recommence. Vous vous mettriez même peut-être, dans une certaine mesure, à refaire des choses pour lesquelles vous n'avez pas la mémoire, en tant que c'est par des appétences constitutionnelles, structurelles, qui n'ont rien à faire avec la mémoire. Un domino n'a pas besoin de se rappeler qu'un jour il a fait tomber un autre domino pour faire tomber un autre domino si les conditions sont présentes pour ça. Et un domino, ça fait des trucs de domino. Même si vous pouvez faire des dominos avec des pièces de monnaie, ça fera des dominos pièces de monnaie. Chaque structure a ses capacités d'expression.
ces structures, en l'occurrence, elles sont architecturalement, biologiques et mentales, psychiques, psychologiques. Donc je reviens, je suis un peu parti dans tous les sens. Donc quand vous pouvez objectiver cette colère, ne serait-ce que dans l'instant présent, ou à mesure où le taux de colère vous le permet, parce qu'une fois que vous êtes très très en colère, ça ne se stoppe pas spécialement comme ça. Hein. Il y a des niveaux qui sont plus faciles dans leur intensité par rapport au fait de pouvoir s'en extraire ou pas. Plus votre colère est intense et a priori, bon, moins ça sera vraiment facile de par votre propre ego de vous en extraire. Mais je pense que j'ai fait le tour un peu du truc, c'est pour ça que je tourne autour du pot. Donc de par là, vous êtes toujours capable de vivre de la colère, mais cette colère, elle se manifeste par rapport à d'autres possibilités. Si vous pensez que vous ne pouvez être qu'en colère, parce qu'en plus de ça, vous n'avez vécu rien d'autre que la colère, alors c'est la colère qui va se manifester en priorité, malgré que vous avez aussi la possibilité de la joie ou de la neutralité. Une certaine translucidité. La gouttière, le tube qui laisse passer plutôt que le récipient, qui veut absolument tout retenir par peur de ne plus avoir, de ne plus être, de ne plus pouvoir se substanter. Alors que ce qui nous nourrit, c'est nous-mêmes. C'est tout, c'est nous. Et ce réceptacle, cette gouttière, c'est une continuité de nous-mêmes sur des vibrations plus basses. Qui permet à cette eau de s'incarner en étant contenue dans un être. L'être, c'est l'extension vibratoire plus basse de l'esprit. Puis quand je parle de l'être, je parle de l'être planétaire. Charnel. Unité biologique. Donc je pense que j'ai tout dit pour le plan émotionnel et son objectivation. Et donc en ce qui concerne la manière dont on peut vivre, ressentir les choses et leur répétition dans l'avenir, ainsi que le moyen, du moins, ainsi que ce qui nous amène dans l'instant présent à plus ou moins subir les choses et à pouvoir s'en détacher. Non pas pour les fuir, mais pour avoir un meilleur agencement de ce déploiement d'énergie émotionnelle. Parce que même une grande joie, tout comme la colère peut amener à l'autodestruction, mais une grande joie, une grande exaltation permanente, ça va stimuler votre corps. Donc c'est sûr que vous n'allez pas accumuler des toxines de stress ou de je ne sais quoi. On voit bien les personnes aigries comment leur corps se transforme avec les dizaines d'années, Mais par exemple, parce que c'est difficile de critiquer la positivité. Par exemple, si vous êtes tout le temps en joie, mais déjà votre corps, il est pas, c'est une polarité la joie. C'est quand vous êtes en haut émotivement. Par exemple, vous mangez votre dessert. Mais plus vous montez haut, c'est bien de monter haut, mais on peut expérimenter que la vie, elle ne nous laisse pas tout le temps en haut. Quand on monte en haut, il y a ça redescend, le calme revient, et c'est toute une altérité de calme et de mouvement. Montée, descente. Et lorsque vous voulez tout le temps haut, dans le plus haut que vous le pouvez être,
puis que vous voulez y rester, à mesure où la vie vous fait redescendre, vous allez opposer une résistance à cette redescente, donc une souffrance. Et quand bien même vous n'opposeriez pas de résistance, qu'il n'y aurait pas vraiment de friction, de souffrance par rapport à cette redescente de joie, vers ce qui n'est pas du malheur, mais de la moindre joie, jusqu'à être dans le neutre. Et puis après, si on descend encore, on est dans la polarité inverse, hein, dans le mal-être, plutôt que d'être dans le bien-être, de la joie. Et bien en fait, ce qui est là pour le coup autodestructeur, pareil hein, que pour la colère, c'est parce qu'il peut y avoir un grand différentiel entre votre joie la plus haute et votre niveau neutre, où il ne se passe rien. Ni joie, ni peine, rien. Neutre. À mesure où cette descente, elle se fait dans un temps réduit, ça peut être extrêmement violent, extrêmement douloureux. Et ça peut même s'apparenter à tout de suite, en termes de perception de vécu, c'est comme si vous n'avez même pas atteint votre point neutre, mais c'est tellement souffrant, vertigineux en termes de distance. Hein, c'est l'écart, là pour le coup, c'est pas le freinage, mais c'est l'écart en peu de temps. Donc une sorte de violence, hein, de brutalité, en tant qu'il y a une augmentation intense ou une réduction intense en un temps réduit. Comme une accélération fulgurante ou un freinage brutal. Un freinage fulgurant, on pourrait dire aussi, pareil. Donc être trop heureux selon comme on est capable d'être heureux. Quand je dis être heureux, je parle de bien-être émotionnel, hein, vraiment. Qui peut avoir son intensité. À mesure où vous êtes capable de redescendre rapidement, et ben, ça peut être assez violent. Hein. Et ça, c'est selon comment vous le vivez, en fait. C'est pas la distance, l'intensité en peu de temps qui fait le choc, mais c'est votre choc qui fait la réduction en peu de temps. Ou du moins qui fait que vous êtes capable de le discerner en tant que vous allez passer de très désespéré, parce que vous êtes perdu, vous croyez que vous allez mourir et machin, et d'un coup il y a une espèce de miracle qui se produit et tout change. Ce qui paraissait inespéré devient possible et vous vous retrouvez même avec $1 million en prime. Et vous avez ça aussi à l'inverse. Ça peut être très déconcertant, par exemple, pour quelqu'un qui est dans une certaine souffrance vitale, ou je sais pas, il a des factures à payer, ou sa femme l'a quitté, ou elle ne trouve pas de mari, et qu'il se passe quelque chose de bien tout de suite alors qu'on n'y pensait même plus, on n'y aurait même jamais pensé, et cette chose nous satisfait même au-delà de ce qu'on aurait pu espérer, ben ça peut être très déroutant. Ça peut être très déroutant et même souffrant. Donc si vous montez trop rapidement dans la joie, c'est pareil aussi, vous pouvez vous créer du désagrément. Donc c'est là que c'est important aussi d'avoir aussi une observation, certes, sur la colère, la peur, toutes ces choses négatives, mais c'est pareil aussi dans le positif. Et j'ajoute aussi que cette souffrance, pour le coup, elle n'est pas forcément dans un niveau bas à proprement parler, mais comme je l'ai dit, c'est aussi une rapidité de chute aussi dans le négatif qui peut faire qu'on atteint, pas rapidement, mais violemment. Et c'est cette violence perçue qui crée la souffrance. Et puis de cette violence, il peut même y avoir aussi l'effet de freinage, hein, qui, par exemple, moi j'ai fait beaucoup de dépression dans ma vie et je me suis aperçu que c'est en essayant de freiner la dépression, parce que je la voyais se manifester, être de plus en plus tangible. À un moment donné, vous le voyez que vous êtes dépressif, et puis quand vous voyez que vous êtes dépressif, c'est pas d'aujourd'hui, c'est que ça fait déjà un petit moment.
C'est juste que l'odeur de la chose se fait plus prenante et vous vous en rendez compte. Et de là, j'essayais de freiner la chose, justement, un peu comme une maladie qu'on essaye de soigner. On essaye de soigner les symptômes, on essaye de soigner la pathologie, quoi. Et c'est ce que j'essayais de faire psychiquement. Mais au final, je ne m'y prenais pas spécialement correctement. Il n'y avait peut-être pas non plus de bonne manière de s'y prendre. Dans le sens où j'ai appris justement à ne pas résister à la dépression, mais à la faire. Maintenant, si jamais je devais faire une dépression, après tout, il y a dépression et dépression. Je pourrais, enfin, il y a... Quand je parle de faire une dépression, c'est vraiment au sens littéral où il n'y a plus de pression. Globalement, on peut voir ça comme ça. Et cette dépression, ce déficit de pression, il peut se faire sur le plan vital, émotionnel, psychologique, mental. Tout ce qui peut être sujet à une pression, compression, dépression. C'est comme une perte d'intensité électrique dans le système, une dépression. C'est quand le système se met à s'exprimer à voix basse. Il est moins sous tension. Donc ça, c'était pour l'explication. Donc en ce qui me concerne, la dépression, j'ai appris, bon voilà, après peu importe les niveaux, parce que j'ai vécu des grands niveaux de dépression, j'ai vécu des toutes petites dépressions, c'est vaste, tout ce qu'on peut appeler comme faire une dépression. J'ai même fait des dépressions dans les dépressions, parce que vous avez des dépressions qui peuvent durer pendant des années et qui vont pas être spécialement perceptibles. Et puis dans cette dépression-là, ça ne... Putain, ça existe comme mot ça. Ça ne vous prémunise pas, bref, de faire une dépression dans laquelle il peut même y avoir une autre forme de dépression qui va être plus courte. Où les intensités, les longueurs se chevauchent. Ce qui peut rendre les choses compliquées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre les choses à la base. Parce qu'en réglant la Grande Dépression, en s'occupant de la Grande Dépression, si on peut voir celle-là, si on peut la vivre et la voir, ben on peut s'en occuper. Et s'occupant de cette Grande Dépression, qui dure peut-être depuis 10 ans, je ne sais pas, des fois il y a des choses qui ne sont pas forcément intenses, et parce qu'elles ne sont pas assez intenses, ou nous on est solide par rapport à ça, ça dure, on ne le traite pas. C'est comme un petit caillou dans la chaussure, quoi. Mais en traitant ce petit caillou dans la chaussure, en fait, en le retirant, ça fait que ça va changer la nature du terrain et ça va altérer les choses, en fait. En tant que tout ce qui était produit, soutenu par ce petit caillou dans la chaussure qu'on avait depuis 10 ans, ça ne peut plus être comme ça pouvait être avant. En tant que ça va... Là où vous avez votre moyenne dépression dans votre grande dépression, ça va vous l'altérer, cette moyenne dépression. Et puis cette petite dépression, je parle de grand, moyen, petit en termes à la fois d'intensité et de temps. Et cette petite dépression, qui peut être intense, d'ailleurs les petites dépressions temporelles, elles peuvent être très intenses. Sinon, si une petite dépression temporelle était bassement intense, ces trucs-là, quand bien même ça existe, ça passe sous notre radar. Parce qu'il faut au moins un long temps ou une haute intensité jusqu'à un certain point pour qu'on puisse détecter. Ou que quelqu'un puisse voir aussi le truc de son point de vue à lui et nous en faire part. Et donc en traitant le problème à la racine, on se débarrasse aussi
d'autres problèmes. C'est comme un élagage qui prend moins de temps à mesure où vous n'allez pas juste tailler le petit bout des feuilles pour ensuite en arriver jusqu'à un résultat voulu, mais vous allez couper directement certains rameaux principaux de façon à faire tomber de l'arbre des systèmes entiers, des rameaux qui ont eux-mêmes leurs rameaux, ainsi de suite. Et donc, pour en finir avec ce que je disais sur la dépression, moi j'ai appris à justement ne pas résister à cette dépression et à justement l'accompagner, voire même à pas l'accélérer, mais à mesure où j'ai déjà subi le phénomène, vécu le phénomène, j'ai appris que quand je remontais de ces dépressions, c'était parce que j'avais accompli quelque chose, j'avais, comme on pourrait dire, touché le fond. Et c'est très imagé pour moi, toucher le fond, parce que quand je fais une dépression, je vois ça comme quelqu'un qui, dans son... Je parlais d'intensité électrique, on va rester là-dessus. Quelqu'un qui, dans son intensité électrique, elle baisse, et à mesure où son intensité électrique, elle baisse, et il sombre dans l'eau, il va dans les abysses de plus en plus. Et il remonte à partir du moment où ses pieds touchent le fond, et parce que ce fond, il lui permet d'avoir une impulsion. Ce fond, ça peut être j'en démarre, hein. Ou ce fond, ça peut être j'ai fait le tour du sujet. Mais en tout cas, il y a quelque chose de terminé à un moment donné. Et arrivé là, c'est comme si on pouvait... on avait un sol sur lequel on peut pousser fort sur nos jambes de manière à remonter comme quand on est dans la piscine et qu'on fait un plongeon dans l'eau, on va jusqu'au fond, puis on se fait une impulsion pour remonter. Et c'est de là que vraiment on a fait le tour de cette dépression. Puis une fois qu'on en a fait le tour, on en est sorti, donc c'est mémoire. On n'est plus en train de le vivre, là c'est devenu mémoire. Et cette mémoire, elle peut encore nous altérer, parce que c'est des moments de vie, en tant que, par exemple, peut-être qu'une dépression peut durer 1 semaine, mais 1 an, 10 ans. Et quand même, on en sort, si ça faisait 10 ans qu'on vivait des trucs de basse fréquence, ça nous fait de la mémoire de basse fréquence. Et là, il y a encore un traitement de la mémoire à faire. Là où on a eu un traitement de notre vécu, par exemple, on a sorti de ça un traitement de la mémoire. Et objectivant cette mémoire, pour ma part, j'observe mes souvenirs comme si c'était pas moi. Ce qui n'est pas faux. Puisque je ne le suis plus. Au moment où je l'observe, parce que ce souvenir que j'observe, c'est un souvenir tel que j'étais dedans. Mais là, je peux conscientiser que c'est du souvenir. Donc, quelque part, il y a comme il y a comme un revécu de l'événement par la mémoire, mais qui se fait cette fois sur un plan qui permet une objectivité. Et donc là où il y a objectivité et observation. Et là où en nous il y a un terrain fertile, là où en moi il y a un terrain fertile à la dépression, eh bien, quand une dépression survient après, par rapport à comment j'ai pu en sortir, comment j'ai pu avoir l'expérience d'en sortir, comment j'ai pu objectiver mes mémoires, en fait, après, au bout d'un moment, faire une dépression, c'est même plus un problème, en fait. C'est même plus pathologique, c'est même plus perçu en tant que négativité, et même vécu en tant que négativité, il y a quand même une négativité en soi quand on parle de faire une dépression morale, émotive, sur un certain temps. Mais c'est comme là où vous pouviez souffrir le martyre d'être dépressif, et puis vous le dites, puis les gens ils vous le disent, même votre médecin il vous l'a dit, vous allez les cacher, admettons. Et puis il y a tout un truc,
perdu le fil de ce que j'étais en train de dire juste avant. Mais il y a en tout cas, il y a une affaire d'objectivité avec les choses, d'objectiver les choses. Autant par le vécu que par la mémoire. Et en objectivant aussi la mémoire, on peut, oui voilà, on peut altérer notre vécu d'une manière avantageuse dans les cycles de répétition. En l'occurrence, pour moi, ça a été vraiment les dépressions. J'en ai fait le tour du sujet. Mais à mesure où j'ai accompli tous ces cycles de dépression, petits, courts, longs, intenses, presque imperceptibles, c'est comme un jour sans fin, mais dont je ne revivais pas à un moment donné de moins en moins de la même manière. Et aujourd'hui, pour moi, là, si je devrais faire une dépression, si je devais en faire une, c'est comme je le prendrais en moi-même, comme si juste j'étais enrhumé, quoi. Puis je me soignerais. Et me soigner de ma dépression, pour moi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire le voir, l'accepter par un constat. Et puis, le faire. Comme aller dormir quand on est fatigué, comme manger quand on a faim, eh bien, aller au bout de la dépression quand on a la dépression. Puis faire ça instantanément et au fur et à mesure où ça arrive, ça revient à ne pas être dépressif ou à ne plus avoir cette capacité de déprimer. Il y a vraiment comme une transmutation du vécu qui fait que certains cycles de vécu ne peuvent plus tout bonnement se reproduire. Un petit peu, on pourrait dire, là j'ai parlé de la dépression, mais on pourrait reprendre avec le cycle de la colère. Puis de cette objectivation, là j'ai parlé du plan émotionnel, j'ai parlé du plan un petit peu psycho-émotionnel de par la dépression. Parce que la dépression, c'est pas juste émotionnel, c'est psycho-émotionnel vraiment, et puis avec un maintenu émotionnel, un entretien mémoriel, voilà, un maintenu mémoriel. Et une fois que vous pouvez travailler sur votre émotionnel, de là, vous pouvez commencer à travailler sur votre plan psychologique, donc mental, émotionnel. Non, psycho. Il faudra que je détaille ça. En tout cas, quand vous êtes objectivé de votre plan émotionnel, vous vous retrouvez plus ou moins sur le plan psychologique. Le plan psychologique, c'est pour moi un plan où il y a de l'émotionnel, il y a de l'émotion, mais tout n'est pas seulement subjectif. Il y a un petit peu de mental. Il commence à y avoir à y avoir du raisonnement. Il commence à y avoir de la mémoire qui peut se manifester malgré l'émotionnel. Du moins en contradiction avec l'émotionnel. En tant que vous êtes en colère, vous allez avoir de la mémoire ou de la cognition qui va aller annihiler cette colère. Et ça peut être aussi le contraire. En tant que vous allez monter en tension, peut-être émotivement, de vous mettre en colère. Et à mesure, même où vous êtes mental, cette colère, elle est plus vraiment émotionnelle. C'est plus surtout une montée énergétique qu'autre chose. En tant qu'une fois cette montée énergétique réalisée, donc dans l'expression de la voix, eh bien, elle va partir comme elle est revenue, ce que l'énergie émotionnelle ne fait pas. L'énergie émotionnelle, tant que vous êtes en joie, vous allez avoir des traces de cette joie, comme pour la peur ou comme pour la colère. Quand vous êtes en colère, quand bien même votre montée en colère serait fulgurante, il y a quand même eu un truc que vous avez retenu. Il y a compression, avant d'avoir la libération de la colère. Puis cette libération, quand bien même elle est violente, elle a sa courbe exponentielle.
Là où la colère vibratoire, elle monte vraiment en un pic, un peu comme n'importe quelle colère, on va dire, vue de l'extérieur, mais par contre, elle fluctue beaucoup moins en termes de variation dans ses hauteurs, donc quand la colère est exprimée, et elle redescend vraiment très vite. Là, ce qui est vraiment pas comparable du tout avec la colère émotionnelle. Une colère vibratoire, ça ne s'imprime pas dans le corps, ça ne laisse pas plus de traces que ça dans le corps, à mesure où elle est présente. En tant qu'elle supplante la colère émotionnelle habituelle. C'est deux choses différentes qui ont l'air d'être une même chose, mais qui, dans le vécu, n'est pas la même chose. Donc à partir de votre plan psychologique, vous observez votre plan émotionnel, mais tout en baignant encore un petit peu quand même. L'objectivité n'est pas totale dans le plan psychologique. Votre observation sur votre plan émotionnel n'est pas totale. Mais vous pouvez toujours après observer l'observation de votre observation. C'est-à-dire votre plan psychologique. Et de là, vous basculez sur le plan mental. Bas mental. Et de là, ce que vous avez fait sur votre plan émotionnel, vous pouvez le faire sur votre plan psychologique. Et ça aura aussi des conséquences sur votre plan émotionnel, en tant qu'on est du plus superficiel au plus reculé. Et de ce bas mental, vous pouvez faire, voilà, comme je viens de le dire, un peu comme des opérations de mesure, de contrôle, de modulation, comment dirais-je, de permutation. Par le biais du bas mental. Le bas mental étant la partie du mental où il peut encore y avoir un petit peu du plan émotionnel, un petit peu plus du plan psychologique et surtout du mental. Mais ce mental-là, il peut être perçu sur le plan du bas mental seulement en fonction de la présence des autres. Parce que là où il n'y a plus la présence dans le mental, là où il n'y a plus la... Oui, voilà. Je ne sais pas trop comment le dire, mais je vais le dire comme ça. Là où il n'y a plus la présence sur le plan mental, du plan psychologique et du plan émotionnel, là on est dans le pur mental, donc dans le haut mental. Le haut mental, c'est la partie qui est vraiment purement objectivée du plan psychologique et du plan émotionnel et du plan de toute forme permettant une impression de la forme. Et donc à partir de là, voilà quoi. Du bas mental, vous passez dans quelque chose de plus subtil parce que vous commencez à développer une métaconscience. Cette métaconscience, elle est métaconscience en tant que vous ne la vivez pas, cette conscience. C'est vous, mais sans besoin d'avoir une conscience. C'est-à-dire, sans besoin d'avoir une observation consciente, sans besoin d'avoir une mémoire qu'on se souvient, sans besoin d'avoir une conscience d'exister même. Cet être-là, il s'en bat les couilles de savoir qu'il pense ou qu'il... Enfin, déjà, il n'y a pas de pensée à proprement parler dans ce haut mental. Tout y est télépathique. Là où la pensée non télépathique, on va dire cristallisée, telle qu'on pourrait penser en français quand on compte dans notre tête, là c'est déjà là c'est tout de suite du bas mental. À partir du moment où il y a l'écran mental, c'est le bas mental. Vous pensez à un éléphant rose, c'est l'écran mental, c'est le bas mental.
Et là, le jeu est plus le même en tant que vous pouvez plus monter avec votre conscience terrestre un peu dans ce haut mental, dans ce mental pur qui, qui est pur parce qu'il n'a pas d'adhérence avec les autres plans en fait. Hein. Quand vous êtes purement mental, c'est pas que vous ne pouvez pas avoir d'émotions, c'est que les émotions n'adhèrent pas. Donc vous pouvez avoir toujours des émotions, mais ça n'adhère pas. Vous pouvez avoir des mémoires, mais ça ne s'incrustera pas. C'est-à-dire que vous pouvez vous rappeler autant que vous pouvez oublier. Il n'y a aucune différence entre ces deux choses-là. C'est une même chose. C'est sur un même plan en tout cas.